Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Bonjour, je suis Franck Arnaud, donc je suis membre du Team Europe. Je présente juste rapidement donc, ce qu'est le Team Europe. Le Team Europe, donc, c'est un réseau de conférenciers. Alors, expert, mais je dirais généraliste aussi, puisque la vocation est de diffuser de l'information sur l'Union européenne auprès des citoyens européens, et on est rattaché au relais Europe Direct. Donc, dans ce réseau, vous trouverez des personnes soit qui ont travaillé dans les institutions, soit des gens qui ont travaillé sur des projets européens et qui ont développé des activités européennes pendant de nombreuses années, ou bien des professionnels, notamment. Bon, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier, puisque j'ai travaillé en association, maintenant je suis avocat, donc je dirais j'ai eu des angles de vue sur les projets européens notamment qui sont assez diversifiés. Donc c'est ce qui fait aussi la raison un petit peu de mon engagement pour diffuser de l'information européenne et aussi de continuer notamment à accompagner notamment sur les questions européennes quand je peux et à communiquer sur les questions de l'Union européenne. Aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur un sujet, très beau sujet en même temps qui est pas simple d'une certaine manière, c'est l'Europe et mon territoire, avec notamment soit l'addition donc de l'Europe et le territoire, ou bien l'Europe et mon territoire. C'est très intéressant comme approche parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit quand on regarde d'une certaine façon depuis le début de la construction européenne comment a été perçu le territoire, on peut se demander légitimement si justement tout n'a pas été fait quelque part pour que l'Europe, d'une certaine manière, se construise en s'appuyant sur les régions. Et évidemment, pour s'appuyer sur les régions, il fallait créer des outils, et des outils qui permettent justement de mettre en place des projets qui créeraient des liens justement entre les citoyens européens. En tout cas, ce n'étaient pas les citoyens en 57 encore, mais on réfléchissait notamment à cette notion de territoire pour interconnecter les économies entre elles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si finalement, avant même la création, le premier fonds structurel qui a été créé, le FSE notamment en 57, en 58 est venu se créer, donc je reviendrai sur le Fonds social européen, est venu se créer la Banque européenne d'investissement, dont l'objectif justement était d'interconnecter ces économies. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'interconnecter des économies au lendemain du traité de Rome? Tout simplement, on avait établi donc les 4 libertés fondamentales de circulation et il était quand même inconcevable de ne pas, à côté de ces libertés, mettre en place d'une certaine façon des outils qui permettent justement aux personnes, aux entreprises, aux services, aux biens de circuler. Et pour ça, effectivement, il fallait donc développer une politique qui est devenue une politique régionale, une politique de cohésion. Alors on parle de cohésion économique, sociale à un moment, et puis c'est devenu cohésion économique, sociale et territoriale. Et là, on s'aperçoit effectivement que le couple Europe-Région, quelque part, est très prisé, d'une certaine façon. Alors, sur ces questions, donc, de territoire, on a différents territoires. Alors, je vais pas, si vous voulez, vous faire une présentation sur d'abord, je serais incapable de le faire, mais sur tout ce qui peut, je dirais, sur les spécificités des territoires dans l'Union européenne. J'ai observé, je dirais, je suis resté quand même centré sur la France, sur les observations qu'on a pu faire notamment ces derniers temps, et on a pu voir notamment que dans la politique régionale, il y a eu quelques difficultés, notamment quand il y a eu la fusion des régions, mais avec des fois des possibilités notamment de se rattraper. Les régions sont devenues plus grandes. La région Occitanie, où je suis établi maintenant, est devenue la première région exportatrice de vin dans l'Union européenne. Des changements donc, qui impactent quelque part dans le poids des économies. Vous avez des régions qui deviennent quelque part aussi importantes que certains États. Vous avez des coopérations qui se font, qui ont été des succès d'ailleurs, entre notamment franco-espagnol, Pays Basque et Catalogne, qui ont permis de donner lieu aussi à des financements européens sur des projets qui se sont appuyés sur des particularismes régionaux notamment. Et c'est assez curieux de voir que finalement on n'a jamais été aussi près de unis dans la diversité que lorsqu'on parle de politique régionale et d'Union européenne notamment et de territoire. Aussi donc dans les origines, si on voit, si vous voulez, l'ambition de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale,
Donc c'est de réduire effectivement les écarts qu'il y a entre les régions. Et on peut se demander légitimement pourquoi finalement le Fonds social européen est arrivé en premier. Il y avait effectivement, on a tendance à l'oublier, mais une problématique liée notamment à la cohésion sociale et de voir dès 1957 notamment à ce que dans les pays il n'y ait pas de disparité et de mettre en place un outil qui permette d'une certaine façon déjà de travailler sur le développement des compétences et en tout cas de permettre un équilibre en tout cas entre les personnes pour justement trouver un emploi, donc développer d'une certaine façon l'employabilité. En 75 donc création du FSE. En 57 création du FSE, en 75 création du FEDER. Donc là effectivement la question notamment de l'intervention de l'Union européenne dans les régions se fait prégnante notamment c'est pas un hasard si vous voulez si on commence à construire notamment à cette période, on verra notamment dans les pays plus tard qui ont rejoint notamment la communauté économique européenne comme l'Espagne et le Portugal, des projets de routes, d'autoroutes notamment qui ont permis justement d'interconnecter encore les économies et de réduire les inégalités. Quand on regarde avec le recul, on s'aperçoit que ces régions notamment se sont bien développées au niveau touristique, au niveau également économique, et ça a permis effectivement d'acheminer, je dirais, tous les produits ont pu circuler librement d'une certaine façon dans la communauté économique européenne. Donc, FEDER, Fonds européen de développement régional. Alors, juste au niveau des chiffres, actuellement, donc on est à 8,4 milliards d'euros donc, pour cette politique donc, financée au niveau de la France. Hein, et pour le FSE, on est à 5,5 milliards d'euros. Donc, on est quand même sur des fonds qui sont assez importants pour mobiliser notamment les questions régionales. Plus tard, en 2007, donc, vous savez que que la programmation des fonds structurels se fait par période notamment de 2007, de 6 ans, et vous avez donc à l'époque on appelait ça des perspectives financières, maintenant ça a été revenu, donc on est dans un cadre stratégique où on présente effectivement le budget le budget idéal sur plusieurs années, mais après qui sera voté chaque année, mais avec des objectifs bien clairs, notamment en matière de politique régionale. Et là, on a, depuis donc 2007, le FEADER, donc, qui est l'outil, le second pilier de la PAC, qui était donc le développement rural, qui va prendre une autre forme et qui va permettre d'une certaine manière aussi d'interpeller quelque part les porteurs de projets sur les territoires pour les inciter d'une certaine manière aussi à mettre en place des projets notamment qui ont un impact sur le développement rural. On trouvera notamment dans certains secteurs. Alors des fois c'est compliqué puisque quand on lit les grilles notamment des programmes européens, il est des fois difficile de se retrouver sur un projet FEADER, on peut se retrouver plus sur un projet FEDER qu'un projet FEADER selon l'entrée je dirais qu'on a par rapport au projet. Vous voulez développer le tourisme par exemple, vous retrouverez plus facilement sur un projet FEDER que sur un projet FEADER où l'impact, la présentation, notamment au niveau du projet FEADER, sera plus orientée notamment sur l'aspect rural bien évidemment et la valorisation quelque part de cette spécificité rurale. Donc il y a des lectures de programmes qui sont, alors au niveau des régions aussi, puisque maintenant les fonds structurels sont gérés par les régions, donc pour certains, alors des fois l'État encore, mais je dirais se mêle un petit peu de ce dispositif. Mais on est dans une démarche où finalement on cherche à développer certains secteurs d'activité, mais en même temps il y a une marge de manœuvre pour de la créativité et pour du développement économique. Donc 2007. Alors quand on l'objectif, bien évidemment, de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, c'est aussi améliorer quelque part le quotidien des citoyens et de mettre en exergue, notamment, de mobiliser les ressources qui existent sur ces territoires pour porter des projets. Lorsqu'on a donc dans la présentation, donc si on regarde notamment un peu plus près les fonds structurels, on s'apercevra notamment de quelle façon, d'une certaine manière, ces projets
quel type de projets sont soutenus, notamment par les fonds européens. Sur le FEDER, donc pour le Fonds européen de développement régional, donc il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus, qui sont mobilisés. Alors après, selon les régions, il y a des priorités qui peuvent être différentes. En PACA, on trouvera peut-être beaucoup plus de ressources pour de l'innovation. En Occitanie, un peu plus sur le développement touristique notamment, et sur des projets en lien avec le patrimoine ou la culture, mais qui seront défendus dans le cadre d'un projet FEDER. On aura donc le développement technologique et l'innovation, l'amélioration de la compétitivité des PME, favoriser le développement des technologies, de l'information et de la communication, soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone. Donc vous avez même une entrée, je dirais, au développement environnemental, développement durable dans cet aspect FEDER. Des thématiques donc soutenues par le Fonds européen de développement régional. Et quand on regarde de façon concrète sur le terrain ce qu'il en ressort, on s'aperçoit finalement que à travers le Fonds européen de développement régional notamment, mais on le verra pour le FSE aussi, que finalement l'Europe est partout. Et elle est très présente, aussi bien je dirais dans des projets d'envergure, de politique régionale. Alors, bon, je pourrais vous en citer plein. Projets, on a eu notamment, il y a eu la Société du tunnel Prado-Carénage, une partie notamment qui a été financée par la BEI. Vous avez notamment, alors à l'époque Atmel, il y a très longtemps, qui avait été financé par du FEDER. Vous aviez sur la région. Mais vous avez également les plateformes d'initiative comme France Initiative qui bénéficient notamment de fonds FEDER pour allouer des prêts d'honneur notamment, alors c'est à hauteur de 7%, ça reste quand même des montants on va dire qui sont peut-être qui peuvent paraître pas importants, mais l'objectif du FEDER c'est pas de financer à 100%, c'est de créer un effet de levier. C'est l'objectif de l'Europe, c'est de l'Union européenne lorsqu'elle intervient notamment dans un financement, c'est de créer un effet de levier, tout comme la Banque européenne d'investissement aussi, dans ce type de mécanisme. Pour les plateformes comme France Initiative, donc il y en a 222 de mémoire en France, qui sont des plateformes de prêts d'honneur. Donc il y a une partie de ces prêts d'honneur sont financés sur une part FEDER. Et ça permet notamment à des créateurs, à des personnes de créer ou de reprendre une entreprise et de financer finalement du matériel d'acquisition, du développement. On a également donc dans ces projets des dispositifs. Dans le FEDER, vous avez aussi des financements qui se font au niveau de structures, des fois de structures associatives qui peuvent par ailleurs avoir une activité économique. Alors c'est un débat, mais est-ce que c'est un débat encore? Je ne sais pas. Mais bon, la reconnaissance d'une certaine manière de l'association en tant qu'entité qui aurait, pour l'Union européenne en tout cas, c'est considéré comme une entreprise, est bien établie. Et c'est vrai que dans certains projets, on peut avoir du FEDER notamment sur des projets qui peuvent avoir d'ailleurs une vocation économique et sociale. Vous décidez par exemple, vous dirigez un établissement social d'aide par le travail et vous voulez développer une activité qui est, on va dire, en lien avec le développement touristique d'une région, on va être sur du projet FEDER. On ne sera pas sur du FSE, même s'il y a une dimension sociale dans ce projet. Mais par contre, dans les critères transversaux, effectivement, des financements, vous allez retrouver notamment des principes fondamentaux comme permettre justement à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou handicapés de travailler et de s'insérer. Donc cette notion d'inclusion sociale est transversale et on les retrouvera à travers certains fonds. Donc c'est assez intéressant, si vous voulez, de voir effectivement comment l'Union européenne finalement vient en complément notamment de ces projets. Dans la recherche, développement et technologique, donc l'innovation, ce qui est plus prégnant et qu'on voit, donc on le voit à travers le développement des incubateurs, on le voit à travers notamment le financement de certaines startups d'une certaine façon, et on voit aussi les combinaisons qui peuvent exister avec BPI France qui intervient sur la partie innovation mais aussi sur de l'aide à l'exportation. Donc en fait tout est fait d'une certaine façon, même si on parle d'une politique régionale, pour aider en tout cas les porteurs de projets à se déployer notamment et à réussir surtout leurs projets, à mettre en place leurs projets. Alors il y a aussi
une coopération. À travers le FEDER, on va trouver aussi des sujets par rapport à de la coopération territoriale. Alors, il peut y en avoir pour rapprocher notamment certaines régions, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas forcément, je dirais, qui sont économiques, mais qui peuvent avoir un lien avec un objectif politique, notamment de renforcement de liens avec l'Union européenne, mais aussi de liens entre je parlais notamment de la Catalogne tout à l'heure et des Pays Basques, donc il y a des liens à mettre en place de manière historique, mais en même temps de développer effectivement des particularismes régionaux et de les soutenir. On voit cette coopération territoriale un peu partout, notamment sur les frontières, et ça permet effectivement quelque part de garantir une pacification aussi indirecte dans le processus notamment de la politique régionale. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le Fonds européen de développement régional. Vous allez avoir des exemples très concrets qui vont être présentés tout à l'heure, et qui seront certainement plus illustrants que ce que je peux vous dire par des projets qui ne sont pas présents, mais qui méritent juste d'être évoqués pour montrer notamment justement que l'Europe construit des choses avec les porteurs de projets. Donc le Fonds social européen, alors le Fonds social européen c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ignoré, mais c'est un fonds quand même qui a beaucoup d'importance. La politique sociale européenne n'est pas une compétence de l'UE, et pourtant, quand on voit finalement ce qui se passe, je dirais, à travers justement le Fonds social européen, quand on voit l'existence d'une certaine façon, comment ce fonds a été utilisé, on s'aperçoit que le Fonds social européen, alors, quand on pense Fonds social européen, on pense à formation, on pense aussi à non-discrimination, ou en tout cas à recherche d'égalité, mais aussi à intégration, à inclusion. Et c'est vrai que tous les projets, je dirais, que j'ai pu voir porteurs de sens en termes de cohésion, alors pour le coup social, étaient financés par du Fonds social européen. Et là, on va avoir effectivement c'est pas étonnant qu'on parle toujours de Fonds social européen, et il sera toujours présent, je dirais, pour travailler, parce que les objectifs, c'est améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, renforcer les capacités donc administratives. Donc on a des compétences, si vous voulez, on ne peut pas en tout cas mettre en place une politique régionale de développement économique si à côté on ne pense pas quelque part aux citoyens qui vont être soit salariés, soit porteurs de projets, qui seront là et qui auront besoin d'une certaine manière aussi, on parlait tout à l'heure de mettre à niveau les déséquilibres qui peuvent exister au niveau économique dans les régions européennes. C'est le cas. Donc vous pouvez mettre de l'argent dans des entreprises pour du développement régional, mais si vous vous occupez pas des gens, forcément ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a ce dispositif également qui existe, et qu'à travers des programmes, alors ce sera jamais assez bien évidemment, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. On va trouver effectivement des projets qui permettront de financer des projets et qui vont s'associer notamment sur les quartiers prioritaires de la ville, les zones de revitalisation rurale. On aura notamment aussi des projets, alors j'ai travaillé il y a quelques années sur un projet qui a été financé par le Fonds social européen, qui était cofinancé par l'État, par le département et aussi par la région, sur l'accompagnement notamment des femmes pour la création d'entreprises. Et à l'époque, c'était donc des personnes qui étaient sélectionnées, mais qui étaient dans des quartiers fragilisés, qui étaient dans une situation elle-même fragilisée, et on était là pour lever les freins quelque part à la création d'activités. Donc là, le Fonds social européen joue son rôle effectivement dans cette notion de lutte contre la pauvreté, mais aussi quelque part de lutte contre cette discrimination aussi qui peut exister, et on peut parler d'égalité des chances aussi, parce qu'on va mettre en avant effectivement un accompagnement spécifique qui sera reconnu quelque part par l'Union européenne dans sa politique notamment. Donc le Fonds social européen se justifie aussi par ce type de projet. On trouvera des mêmes mesures par rapport à des jeunes.
on va retrouver, et on trouvera aussi le financement notamment d'activités. Donc vous retrouvez du Fonds social européen pour financer notamment des fonds de formation sur des programmes pour aider les salariés à acquérir certaines compétences, notamment en matière de nouvelles technologies, donc le numérique. On parle aussi d'analphabétisme d'une certaine manière numérique, donc c'est important, plutôt que de parler de licenciement, de voir comment on peut adapter les compétences des salariés dans une entreprise pour ne pas les mettre dehors, et pour ça de prévoir des programmes de formation et d'inciter les entreprises à dire bon ben vous avez un plan de formation et en plus de ça il y a des fonds, alors on ne fait pas souvent la promotion malheureusement, mais il y a des fonds qui existent et qui vous permettent justement une prise en charge totale pour former des salariés sur des besoins effectivement qui sont reconnus pour s'adapter notamment au changement d'une région. Alors je vous ai parlé notamment alors après il y a encore les jeunes aussi qui peuvent être les plus défavorisés dans certaines situations où on va effectivement financer par du Fonds social européen. On a un bel exemple avec l'école de la deuxième chance à Marseille, mais là encore il y a des tas de projets qui existent pour accompagner notamment les jeunes vers aussi l'insertion, vers notamment une création, alors soit la création d'activités, mais aussi retrouver un emploi. Donc c'est pas pour rien. Si on reprend, simplement pour essayer, j'essaie toujours d'apporter, c'est un sujet quand même assez théorique, hein, Union européenne et territoire, mais en même temps, si on veut apporter une vision, si vous voulez, une visibilité en tout cas de l'approche de l'Union européenne sur ces questions sociales, on s'apercevra que dans les projets qui sont portés, de l'accompagnement notamment à l'école de la deuxième chance à Marseille, ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont en échec scolaire et qui visiblement ne pourront pas, en théorie, ne sont pas en capacité de s'insérer dans la société. Mais alors, c'est pour ça qu'on appelle l'école de la deuxième chance et qu'on met en place un dispositif spécifique qui sera pris en charge, notamment, en partie, et qui permettra justement donc à des personnes finalement d'avoir une deuxième chance et de recréer, de repartir aussi dans la vie pour réussir, parce que tout le monde a droit de réussir. Ça, c'est donc sur le Fonds social européen. Alors j'y reviendrai s'il y a des questions. Il y a également le FEADER, donc j'en parlerai un peu moins parce que je connais moins le FEADER, même si je suis dans une région rurale depuis pas très longtemps. Mais c'est vrai que dans ce type de projet, on va retrouver effectivement un recentrage des financements sur notamment des zones qui sont soumises à des contraintes naturelles ou des soutiens à l'agriculture biologique, des protections de la biodiversité, des investissements dans notamment les secteurs agroalimentaires et forestiers, donc quelque chose qui est en rapport bien évidemment avec la zone. Et là c'est intéressant de voir peut-être les adéquations qu'il peut y avoir entre FEADER, pour un projet notamment qui serait, je dirais, en lien effectivement avec le développement rural, et certaines zones de revitalisation rurale qui permettent aussi d'avoir accès notamment à des aides, mais qui sont des aides d'État à ce moment-là, puisque ce sont des exonérations de charges, des exonérations fiscales. Malheureusement, ce n'est pas assez utilisé, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication aussi, il faut dire, de la part de l'État. Et c'est vrai que c'est un élément aussi, c'est une force avec le FEADER finalement pour tenter de développer des projets. Donc voilà, il y a aussi l'installation des jeunes agriculteurs qui est importante, sachant que bien évidemment l'agriculture est un secteur fragilisé puisque c'est une économie quand même très particulière. Vous avez enfin alors il y a deux choses encore que j'aimerais aborder, c'est la Banque européenne d'investissement, puisqu'on n'en parle jamais dans les fonds européens dans la politique régionale, pourtant elle joue un grand rôle. Elle joue un très très grand rôle et je dirais, si on veut avoir des informations d'ailleurs concrètes, il faut aller sur son site, voir notamment les projets qui ont été financés. Vous n'aurez jamais le nom notamment entre guillemets des clients de la Banque européenne d'investissement, mais vous aurez à peu près les secteurs d'activité avec les projets qui ont été financés et à hauteur de combien. Il y a quand même une grande transparence par rapport à cela. Il y a d'ailleurs beaucoup d'informations. La Banque européenne d'investissement, elle ne fait pas que financer des États, notamment, ou financer des grandes entreprises nationales. Elle peut financer, mais alors indirectement, notamment des collectivités territoriales via des banques avec lesquelles elle est en partenariat, notamment donc pour intervenir notamment sur des projets de développement urbain, mais aussi notamment, pourquoi pas, intervenir sur des projets qui auraient un lien avec la cohésion économique et sociale. Donc le rôle de la BEI,
Il est important parce qu'il n'est pas figé quelque part comme celui des fonds structurels. On est sur une démarche, je dirais, qui est une démarche bancaire, mais bancaire avec un but quand même qui reste dans les valeurs quelque part qui sont portées par l'Union européenne et dans les objectifs de la politique régionale. Donc c'est pas étonnant si on la voit, elle finance notamment des partenariats publics-privés aussi, elle peut financer beaucoup de choses, des fonds d'investissement également, ou des fonds de développement pour des entreprises innovantes, donc ça c'est dans les bassins effectivement où les nouvelles technologies sont prisées, mais aussi elle intervient sur des projets effectivement qui sont en lien avec le domaine rural et les activités notamment liées au développement durable aussi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la Banque européenne d'investissement. Et enfin, on a depuis très peu de temps l'initiative donc pour l'emploi des jeunes qui permet effectivement, qui rentre un peu dans cette politique. Donc on parle des jeunes de moins de 25 ans. Donc je vous ai parlé notamment de l'école de la deuxième chance, mais effectivement c'est d'arriver notamment à permettre aux jeunes, parce que c'est les citoyens de demain, mais ce sont des citoyens, hein, mais c'est eux qui vont porter, je dirais, quelque part la société de demain et c'est important effectivement qu'ils aient des compétences, qu'ils puissent donc bénéficier de dispositifs justement pour qu'ils puissent avoir accès à l'emploi, pour qu'il n'y ait pas de précarité qui se joue. Et ça, l'Europe y travaille depuis longtemps. Alors c'est vrai qu'au départ, elle le travaillait beaucoup à travers des programmes, je dirais, qui étaient des programmes de mobilité. Ces programmes de mobilité existent toujours, mais par contre, il y a une véritable volonté, quelque part, un focus qui est mis effectivement sur la priorité par rapport aux jeunes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais présenter sur les fonds structurels et les fonds européens en matière de politique régionale. Alors bien évidemment, quand on a fait le tour, je dirais, de ces outils, on pourrait parler encore pendant des heures sur des projets ou d'autres. Il faut effectivement voir maintenant concrètement ce qu'on peut développer, enfin, ce qu'on peut présenter comme projet concret, parce qu'en fin de compte, les véritables preuves, les éléments probants, je dirais, le vivant quelque part de la politique régionale, ce sont les projets qui sont présents sur le territoire. Donc avant peut-être d'aller, je ne sais pas combien j'en suis au niveau du temps, mais je peux laisser éventuellement la transition. On peut laisser des questions avant, oui, comme vous voulez. Oui. 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 Alors, c'est embaucher un salarié, c'est ça, par la commune. C'est extra-communal, d'accord. Mais c'est un statut de droit privé, c'est ça? D'accord, oui, et là il faudrait les salariés. Donc oui, il faudrait voir dans les lignes du FSE notamment, ou dans l'initiative pour l'emploi des jeunes, s'il n'y a pas effectivement des mesures qui permettent... Alors après attention, parce que très souvent ces dispositifs sont associés à des dispositifs nationaux. Donc vous allez retrouver des contrats notamment existants, des contrats aidés, qui interviennent notamment pour justement l'embauche de ces jeunes. Donc déjà c'est... Pour tous les demandeurs d'emploi, d'accord. Après, il y a par catégorie de demandeurs d'emploi. Alors là, j'ai travaillé longtemps dans l'insertion, mais ça fait une dizaine d'années, donc je ne pourrais pas répondre à vos questions avec peut-être autant de précision. Mais effectivement, selon les catégories, enfin, ce que je sais et ce que je peux voir encore pour le pratiquer, mais du côté de l'œil peut-être employeur par moment, c'est que bon, on va accorder des droits à certaines catégories de personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Et là, effectivement, il y a des dispositifs qui vont exister, qui permettront notamment de bénéficier de certaines aides. Hein, donc Pôle emploi, il y a la FPR notamment. Bon, il y a des gens qui recrutent avec une évaluation en milieu de travail, puis après une AFPR qui est une action préalable au recrutement. Donc ça, c'est pas vraiment des dispositifs européens, mais ça peut s'ajouter effectivement sur une ligne européenne si on est dans une cible qui est, enfin en tout cas si on est dans un critère qui est visé par le FSE ou l'initiative pour l'emploi des jeunes. Là, pour la FPR, il y a 400 heures de formation, la personne elle est en poste, et après elle est embauchée avec un CDD de 6 mois ou un CDI, et ça peut donner lieu même à un contrat de professionnalisation. Si c'est quelqu'un qui vient en plus qui est en zone emploi franc, on a encore des aides, notamment sur 5 ans. Donc il y a des choses qui sont possibles. Donc
en cumulant État, FSE notamment, et en plus avec le contexte du Covid actuel, j'en ai pas parlé, mais bon, ça joue aussi. C'est les fonds, je dirais pas que les vannes sont ouvertes, mais bon, on fait en sorte de préserver les emplois. Toute la logique qui a été mise en place, notamment ces derniers mois, ça a été de se dire on va éviter peut-être que les entreprises se cassent la figure et on va essayer en tout cas dans les emplois, y compris les associations, tout le monde puisse continuer à travailler. Donc c'est de favoriser les personnes les plus fragilisées, essayer de maintenir les emplois. Ouais, donc j'ai pas beaucoup d'exemples malheureusement concrets en matière de contrat sur l'insertion, puisque comme je vous l'ai dit, je suis assez éloigné maintenant de ce secteur, mais ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai expérimenté moi, ce dont je viens de vous expliquer, notamment sur une personne qui avait un profil, donc qui rentrait dans ce cadre-là, et à ce moment-là, effectivement, on l'a embauché. J'ai pu le voir chez certains clients aussi, donc c'est des choses effectivement qui peuvent fonctionner, donc une personne qui a aussi un handicap, ou voilà. La formation, c'est intéressant, la formation, puis en plus ça permet effectivement de créer une transition quelque part, et on est dans l'objectif du FSE là, carrément, c'est de permettre à des personnes de déployer des compétences pour justement s'adapter à un poste. Elles n'ont pas tout à fait le profil, on ne les aurait pas recrutés, sauf que là on va leur tendre la main pour leur dire bon, en gros on va te former pour les compétences qui te manquent pour pouvoir t'embaucher. C'est quand même le but, quoi, donc, et ça effectivement déjà on est dans quelque chose d'inclusif, quoi. Oui. Est-ce que vous avez une idée du montant total du Fonds social européen, de développement régional, européen, agricole, de développement pour la recherche, pour les associations, les ONG, etc. Est-ce que vous avez une idée du montant total pour PACA, pour se donner un ordre? Alors j'ai pas, mais je pourrais vous donner un tableau. J'ai pris des montants là pour la France. Oui. Non, mais ça, je pourrais vous donner un tableau. Effectivement, j'ai pas eu le temps malheureusement dans ma préparation, mais c'est un tableau. Je le ferai pas. Je le communiquerai à ce moment-là pour PACA. C'est une information qu'on peut trouver. Je pense que même on peut le trouver sur le site de la région PACA, mais je ne veux pas m'avancer puisque les sites sont présentés différemment selon les régions. Voilà. Tu conseillerais, mais je devrais trouver l'information. Je vous la communiquerai. J'ai pas, vous savez, de par mon métier, je manipule pas trop les chiffres, donc mais bon, je peux trouver des tableaux et vous les communiquer. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, non, mais elle est dans pas mal. Sur Occitanie aussi, c'est assez important. J'ai plus les proportions, mais effectivement, on est sur quand même d'autant plus que. Alors, PACA est moins impacté, mais c'est vrai que sur Occitanie, il y a une fusion de régions, donc une région qui s'est agrandie. Et là, effectivement, ce qui a été d'ailleurs la cause de retard dans l'attribution aussi des fonds européens. Alors du coup, retard qui a été accéléré après par le Covid, parce que pour le coup, les personnes ayant besoin notamment de fonds, donc du coup, il y a eu des aménagements à des règles qui étaient considéré comme assez strict d'ailleurs, mais où effectivement les préfinancements notamment, tout allait plus vite, on recule les remboursements, on débloque les fonds plus vite, et tout est fait pour que les personnes puissent en tout cas profiter d'une certaine manière de ce qu'ils ont obtenu plus rapidement. Ça s'est vu aussi dans les collectivités par les demandes de subventions, que ce soit dans les conseils départementaux, aux conseils régionaux, les subventions ont été débloquées plus vite, et même les collectivités, les communes, donc voilà, tout le monde je crois a contribué d'une certaine manière à sa façon à la crise du Covid sur ces questions économiques. Mais en même temps en gardant le cap par rapport au projet. Ce qui est intéressant, je fais une parenthèse sur autre chose, mais qui est importante de savoir, on voit quand même que quelque part, même sur des dispositifs que l'Union européenne ne finance pas, elle facilite, je dirais, par son action, notamment l'accès à certaines aides qui normalement seraient interdites. Ce sont les fameuses aides d'État. Vous avez par exemple BPI France qui finance c'est pas une banque, BPI France, sa fonction en tout cas dans l'exportation n'est pas une fonction bancaire, c'est une fonction d'assureur export. Et là, on a des projets, notamment, vous avez des périodes de prospection qui sont financées sur 5 ans, sur des projets internationaux. Moi, j'ai été très surpris de voir des clients, notamment, qui avaient mais tant mieux, qui avaient leur programme de prospection, notamment leur projet qui tombait en plein Covid, qui était accepté et validé, avec une interdiction
on a eu l'annonce de Trump pourtant très tôt, hein. On ne veut pas d'Européens à cause du Covid, etc. Enfin bon, les barrières, tout le monde sait. Le Japon pareil, plus tard, mais ça s'est fait également, où on a eu effectivement un arrêt, si vous voulez, on ne pouvait plus voyager. Malgré ça, il y a eu la possibilité, notamment BPI France, à valider des projets en toute connaissance de cause et à prolonger les périodes de prospection d'une année. Après, peut-être il y aura 2 ans notamment. Donc c'est quand même un geste important puisque ça peut constituer une aide, du coup, de la France vers des entreprises qui ne se justifieraient pas normalement dans un contexte européen avec par rapport à des règles de droit de la concurrence. Et là, on fait quand même un effort et on considère d'une certaine manière que comme tout est à l'arrêt, on reporte tout. Et on ne perd pas notamment, y compris sur des projets qui ne peuvent pas démarrer de suite, on va quand même les valider et les financer. Et ça, s'il y avait eu une interdiction par rapport aux aides d'État, ça aurait été plus compliqué. Oui ? Mmh. Mmh. Alors ça, je veux dire, c'est pas seulement parce qu'il y a le Covid, je dirais que c'est de longue date, notamment dans la politique, alors dans la politique régionale, mais tout le volet, on va dire, innovation et développement technologique, l'Union européenne est très favorable justement à d'avoir des économies, alors du coup interconnectées, mais dans le sens, je dirais, numérique du terme, hein, ou digital, donc pour que justement on puisse réduire, déjà, donc on se déplace moins, on pollue moins aussi, mais là, il y a la distanciation sociale, donc il y a des questions, je dirais, qui sont maintenant d'ordre de santé publique quelque part, et on est dans des projets qui peuvent être soutenus. Après, sous quelle ligne, là il faut voir après dans chaque... Mmh. Mmh. Oui. Oui. Mmh. Oui, alors là, oui, ce serait peut-être plutôt un projet financé par la Banque européenne d'investissement ou sur des lignes. Alors je ne sais pas s'il y a sur des lignes FEDER, on peut développer sur des structures, si vous voulez, communales, mais sur la BEI, oui, en tout cas, mais via des partenaires bancaires classiques ou alors il faudrait mettre en place peut-être effectivement un projet innovant qui est en lien avec en associant, ce ne serait pas compliqué à faire d'ailleurs, hein, en associant effectivement la nécessité que les élus se rencontrent pour justement faire du développement local et par conséquent impulser d'une certaine manière la digitalisation notamment des contacts en mettant en place des systèmes de vidéoconférence qui se font, d'ailleurs on l'a vu pendant le Covid que ça s'est bien développé, hein. Donc le télétravail et la distance, donc les distances se sont réduites. Je me déplaçais beaucoup moi avant le mois de mars et je me déplace beaucoup moins justement par des vidéos. Je n'étais pas forcément adepte de ça, mais finalement ça marche assez bien et on s'aperçoit que ça peut fonctionner. Et là on rentre dans des critères aussi, ce qui est intéressant de mettre en évidence. Alors après il y a du débat, hein, mais on se déplace moins donc on pollue moins. Bon après le numérique il pollue aussi d'une certaine manière, donc il faut savoir le présenter et de mesurer surtout, si vous voulez, l'activité qu'on a en expliquant pourquoi elle est moins polluante également. Mais ça c'est un critère effectivement qui peut permettre de donner accès notamment à certains fonds. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Mmh. Tout à fait, oui. Donc, c'est... Je retourne. Ouais. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la secrétaire. On parlait du Fonds social européen et de projets cofinancés par la FSE pour l'insertion des jeunes. Et bien là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous m'entendez sans que je mette le micro, je suis plus à l'aise sans micro. Vous me dites s'il y a besoin, si je ne parle pas assez fort. Peut-être le vidéoprojecteur, il est en veille.
je suis Christelle Leclerc, je dirige deux projets, deux programmes régionaux, Arpège, Action régionale de prévention et d'éducation à la santé des jeunes en direction des jeunes accueillis à l'aide sociale en France et à la protection judiciaire de la jeunesse, qui se déploie en PACA et notamment dans le Vaucluse. On a créé il y a quelques mois une équipe vauclusienne. Et un deuxième programme, Tapage, que je vais vous présenter. Tapage qui veut dire travail alternatif payé à la journée et qui effectivement sera, je pense, une illustration parlante en tout cas au niveau du territoire sur ce que permet le cofinancement au niveau du fonds du FSE. L'association, c'est le groupe SOS Solidarité qui fait partie du groupe SOS, donc plusieurs associations qui se déploient au niveau national, métropolitain et ultramarin, qui représentent plus de 15 000 salariés au total. Donc moi, c'est l'association Groupe SOS Solidarité, plus spécifiquement le pôle addiction. Alors j'ai préparé le PowerPoint, il y a beaucoup d'informations, mais l'idée c'est justement que je puisse, après, il y a des adresses mail, vous le diffusez, parce qu'il y a des informations pas forcément à lire, là maintenant dans les échanges, mais plutôt que vous puissiez les garder par la suite. Alors, Tapage, qu'est-ce que c'est? Quelques éléments historiques, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous les dire. Donc, Tapage est né à Montréal, au Québec. Pareil, c'est des professionnels de terrain, professionnels de l'éducation spécialisée, qui en fait ont constaté qu'il y avait de nombreux jeunes majeurs qui soit se mettaient au carrefour et ils avaient des vitres, soit faisaient la manche au niveau du centre-ville, et qui parallèlement avaient aussi des consommations de substances psychoactives. Donc l'idée c'était de dire comment au niveau de ces jeunes pouvoir leur proposer une alternative à la fois pour qu'ils aient un revenu mais qui soit légal, parce que là-bas la manche et le nettoyage au niveau des barouilles, etc., c'est pas dans le cadre tout à fait légal, et en même temps comment aussi travailler sur leur consommation de substances. Donc c'est un éducateur spécialisé de Bordeaux qui, dans le cadre d'un échange, donc c'était aux alentours de 2010, est allé au Canada et a vu ce programme-là se déployer. Et en revenant, vu l'intérêt, l'idée a émergé de pouvoir voir la transférabilité en France et plus particulièrement il travaillait sur Bordeaux, donc ça a démarré de Bordeaux. Alors la transférabilité en France, il y avait plusieurs niveaux. Déjà au niveau du public, on n'est pas tout à fait confronté selon les territoires au même public qu'il y avait au niveau du Canada. Et puis aussi, il faut adapter le programme à notre législation au niveau du code du travail notamment, parce que vous verrez par la suite au plus le fonctionnement, c'est un vrai contrat de travail et c'est une vraie fiche de salaire justement qui est proposée à ces jeunes-là. 2014, l'essaimage du programme, donc vous avez des informations sur Tapage France. En vert, c'est ce qui a été créé avant 2019, en jaune, ce qui a été créé en 2019, et il y a encore un essaimage qui se renforce sur le territoire national. Au niveau plus proche de nous, en PACA, le groupe SOS a lancé l'expérimentation de Tapage sur Marseille dès 2015, où là on était vraiment dans l'expérimentation. On travaille déjà sur plusieurs quartiers, notamment quartiers prioritaires villes, des quartiers assez sensibles. Et le constat a été, puisque Tapage quand il a été importé c'était 18-25 ans, le constat a été que dans ces quartiers il y avait des jeunes mineurs à partir de 16 ans, notamment au niveau du trafic des stupéfiants. Et l'idée c'était de pouvoir adapter ce programme au public, au contexte local, et de voir effectivement l'accompagnement et le travail qui pouvait être fait sur le terrain. Donc 2015, les premiers pas. 2018, le programme Tapage a été intégré dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté au niveau national, ce qui a permis vraiment un essor à la fois au niveau de l'essaimage et à la fois au niveau de la coordination nationale de Tapage, la coordination, l'information, le soutien et l'appui aux différentes villes, aux différents porteurs de projets pour le déployer sur le territoire. Et en tout cas, au niveau de PACA, c'est en 2019 où on avait déposé un dossier donc FSE 2018. En 2019, donc l'obtention
c'est un programme de revalorisation sociale par l'insertion et la santé, et ça se veut être un outil de médiation positive. Et le travail est utilisé comme levier vers le soin. La porte d'entrée dans le soin, vous verrez un peu plus loin au niveau des slides à qui ça s'adresse, c'est de se dire, arriver à avoir un emploi, il faut tout un tas de préalables. Il faut un logement, il faut avoir des papiers, il faut avoir des diplômes, un minimum de qualification, et tout il faut pour y arriver. Et même pour certains jeunes qui sont souvent déscolarisés très tôt, qui résident dans un climat, un contexte économique très fragilisé et dans un environnement social souvent très précarisé, eh bien, ils ne prennent pas la marche. Et puis, de plus en plus, ils s'éloignent du droit commun. Donc, le tapage se veut être une réponse entre l'assistance, la démarche d'assistance, et les réponses d'insertion plus classiques. On verra que la finalité, c'est vraiment d'aller vers l'emploi et l'insertion durable, et surtout vers la légalité au niveau des activités. Donc, au niveau des jeunes, bien sûr, avoir un revenu légal, ce qui est important, on pourra en échanger au niveau du statut, et c'est travailler aussi sur l'estime de soi. Des jeunes qui sont souvent, qui ont une estime d'eux-mêmes souvent très, très fragile, qui ne sont pas forcément certains d'avoir des compétences ou des connaissances en dehors de ce qu'on apprend dans la rue, ce qu'on apprend du quartier et ce qu'on apprend aussi dans la délinquance. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah oui, du jour au lendemain, on peut, dès à présent, il y a une activité professionnelle rémunérée que tu vas pouvoir faire, on va les accompagner dans ce sens. Pour les professionnels de terrain, alors la mission locale, la protection judiciaire de la jeunesse, l'aide sociale à l'enfance, etc., tous les professionnels de terrain, c'est un outil pour pouvoir justement toucher, capter des jeunes très éloignés des dispositifs de droit commun et très éloignés très tôt. Au niveau du retour d'expérience que l'on a, notamment sur les quartiers prioritaires ville de Marseille ou sur d'autres quartiers prioritaires, dès l'âge de 10-11 ans, des jeunes peuvent déjà rentrer dans le trafic et être happés par ce contexte-là, donc souvent déscolarisés très tôt. Donc je le disais, des jeunes de 16 à 25 ans en situation d'errance ou de rupture, qu'elle soit familiale, sociale, scolaire, éloignés de tout dispositif de droit commun, c'est un des critères d'entrée, ni emploi, ni diplôme, consommateurs ou polyconsommateurs de substances psychoactives, parce que l'enjeu c'est vraiment aussi d'accompagner et d'aller vers une démarche vers le soin le plus tôt possible, pouvant être proche des réseaux de trafic. Ça c'est vraiment une spécificité marseillaise, parce qu'il y a le programme tapage et puis il y a un programme tapage
sur leur propre vie et sur leur propre champ de vision. On verra sur la déclinaison des chantiers, c'est pour ne pas non plus rester que dans son quartier, pouvoir ouvrir ses perspectives à la fois sur l'environnement et à la fois sur les possibilités de vie qui s'offrent à lui ou à elle. Je dis à elle, on a encore une très minorité de filles. Donc ça représente vraiment là où se situe. La finalité, évidemment, c'est de grimper les marches, mais donc voilà, on est vraiment sur des jeunes les plus éloignés, les plus difficiles à capter, qui sont vraiment coupés de tous les dispositifs du droit commun pour aller progressivement jusqu'à l'emploi, c'est ce qu'on souhaite, jusqu'à l'emploi durable. Les phases. Alors, le programme tapage est constitué en 3 phases. La première phase, un jeune est orienté par un prescripteur, il rentre dans les critères, le professionnel de tapage local le reçoit et peut lui proposer très rapidement d'aller à l'association intermédiaire qui porte pour établir le contrat de travail et de pouvoir le mettre dès le lendemain ou quelques jours après sur un chantier. Alors, on verra au niveau de la nature des chantiers, ça nécessite évidemment pas de compétences ou de qualifications particulières, mais déjà de pouvoir lui proposer une activité. Et bien sûr, les professionnels sont sensibilisés, formés au niveau de la dictologie, au niveau des addictions. Donc c'est déjà de pouvoir aussi, selon les consommations qui sont identifiées, par exemple, s'il y a une consommation, un usage problématique au niveau du cannabis, c'est progressivement de se dire, bon, peut-être que pendant le chantier, on peut différer la consommation, ou peut-être on peut la réduire, et voilà, progressivement, de pouvoir travailler sur le volet santé. La phase 2, le jeune s'inscrit, voilà, il y a une alliance plus importante qui se fait, il y a un engagement aussi plus important au niveau du programme, parce que la phase 1, c'est déjà tout l'enjeu d'arriver à l'heure, de pouvoir aussi s'adapter au code du travail, au code, aux us et coutumes, au cadre professionnel. Ça veut dire respecter les consignes, ça veut dire voilà, être un minimum concentré. C'est déjà pour certains jeunes une grande réussite, une grande marche de passer. Donc la phase 2, là il y a une augmentation du volume horaire. On propose des chantiers plus importants au niveau du volume horaire et des chantiers où ça demande un peu plus de responsabilité et d'investissement. Des chantiers un peu plus techniques. Bien sûr, ils sont accompagnés, vous verrez au niveau de la composition des équipes. Et on renforce encore l'accès aux soins et le suivi global au niveau médical, social et éducatif. Et la phase 3, la finalité, c'est de pouvoir lui permettre soit d'accéder à une formation, de trouver un contrat en intérim, un chantier d'insertion éducative s'il en est là, voire un CDD ou un CDI. Il y a des exemples de belles réussites au niveau des jeunes tapageurs. Les objectifs, vous l'avez compris dans ma présentation, tout de suite proposer une activité salariée rémunérée, puisqu'ils sont rémunérés donc, le jour même. Il y a un paiement rapide, ils travaillent 2 heures, ils sont payés 2 heures. Et développer l'accès aux soins. Alors, l'idée c'est d'être vraiment dans un parcours, mais aussi inscrit sur un territoire et en grande articulation avec les acteurs de proximité. Donc un des enjeux, c'est de pouvoir accrocher les wagons jusqu'au dispositif de droit commun, et pour ça on a besoin de l'ensemble des acteurs du territoire présents pour pouvoir ramener progressivement ces jeunes vers ce droit commun et créer des liens, d'être très sensible aussi au niveau du parcours, d'être là où il en est et de l'accompagner à son rythme et en respectant aussi ses choix. Il veut quitter au bout d'1 heure le chantier, il quitte, il va revenir le lendemain, il revient un mois après, il revient un mois après, vraiment d'être là où le jeune en est. Et puis bien sûr, travailler le projet individualisé pour aller vers la finalité de l'insertion. C'est ça, d'ailleurs, au niveau du FSE, c'est vraiment sur ce volet insertion que l'on démarche sur le programme d'âge. Bon, là, vous avez l'organigramme, c'est pas très lisible, mais ça fait partie des informations que vous pourrez voir, parce que je tenais à ce que vous ayez les
modo, donc voilà, directrice, un temps de secrétariat, directeur adjoint, on a le responsable d'activité donc, qui pilote l'ensemble des activités chantiers partenariales sur PACA, et puis la composition des équipes, 3 équipes. Sur chaque équipe, enfin en tout cas, bon, à part Anis, il y a en tout cas à minima un coordinateur qui organise les chantiers, qui organise le partenariat sur le territoire, un éducateur ou une éducatrice technique spécialisée pour accompagner les jeunes à la réalisation des chantiers, et puis un ou une éducatrice spécialisée pour tout le volet accompagnement médico-social et démarche vers le soin. Quelques exemples de ce que Tapage peut proposer. On est sur la peinture, des travaux de nettoyage, sur de ramassage de travaux de détritus ou des broussailllages. Je vous parlais de phases. En phase 1, on va être plutôt sur du ramassage de détritus, sur de la tonte de gazon, voilà, sur des petits travaux. Et puis en phase 2, on va pouvoir intégrer des jeunes sur des aspects un petit peu plus techniques. Évidemment, tout ce qui est l'élagage qui demande des compétences, des qualifications particulières, du matériel ou l'électricité, tout ça c'est exclu. L'idée c'est de pouvoir proposer un jeune, déjà lui faire comprendre et l'accompagner à comprendre qu'il a des compétences, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il a quitté l'école il y a longtemps, même s'il est dans le trafic, même si, il a des compétences qu'il peut utiliser pour pouvoir œuvrer à une réalisation. Et la fierté du travail accompli, c'est aussi quelque chose, en tout cas, qui est émouvant quand on voit les jeunes à la fin du chantier nous montrer ce qu'ils ont pu faire. Au niveau vous, partenaires potentiels sur les territoires, alors il y a plusieurs façons de pouvoir mobiliser Tapage. Soit vous êtes professionnel au niveau de l'accompagnement social, médico-social, et vous pouvez orienter des jeunes sur Tapage. Vous pouvez aussi, que vous soyez partenaire privé ou public, dire ben voilà, moi j'ai besoin que, je ne sais pas moi, une fois par mois, il y ait la tonte ou le débarrassage de certains déchets, ou le nettoyage ou la peinture d'un local. Tapage, voilà, vous êtes donneur d'ordre de chantier. Nous, ça nous permet de pouvoir mettre des jeunes sur la mission, et puis vous, effectivement, de pouvoir contribuer au programme. Bien sûr, un soutien financier possible par les subventions, voire même, et ça c'est effectivement aussi important, pouvoir accueillir un jeune dans vos structures, dans vos institutions, un jeune en phase 3, dans le cadre d'un stage, dans le cadre d'un contrat en alternance, voilà, où on est pour boucler le cercle vertueux dans lequel veut s'inscrire Tapage. Alors là, c'est plutôt, par exemple, un éducateur repère un jeune, fait une fiche de prescription, l'éducateur spécialisé du territoire reçoit la fiche de prescription, s'assure que le jeune est bien éligible au niveau du cadre de Tapage, contacte le jeune, et après les choses peuvent s'enchaîner rapidement, ou moins rapidement si le jeune souhaite moins rapidement. Alors sur Tapage, comme je vous disais, c'est soit de la prestation de travaux. Alors il y a toujours un professionnel de Tapage qui vient voir la demande, qui établit un devis, qui estime le nombre d'heures et le nombre de jeunes et au niveau du matériel nécessaire. Ensuite le chantier se fait et il y a une facturation. Et c'est également un travail dans le cadre de marché public avec la clause sociale qui permet de pouvoir être donneur d'ordre et pouvoir nous mettre à disposition des chantiers, parce qu'on est vraiment sur cette articulation-là. Il faut avoir des chantiers pour pouvoir leur proposer une activité et une rémunération. Au niveau du coût, effectivement, le jeune en phase 1 est rémunéré 10 € net de l'heure. Pourquoi 10 € net? C'est parce que dans l'idée, c'est de pouvoir être à minima concurrentiel avec sa source de revenus qui n'est pas légale. Donc, pour pouvoir être concurrentiel et attractif, 10 € c'est plus que le SMIC. Et donc c'est ça qui fait la démarche souvent, qui est le moteur
Ça comprend, alors quand je note matériel de chantier, ça veut dire on a une pelle, une pioche. S'il y a du matériel supplémentaire, de la peinture, etc., ça c'est vu avec le donneur d'ordre, évidemment en plus, et les équipements de protection individuelle, les chaussures de sécurité, etc. Voilà un panel depuis 2015 de structures, d'institutions, de partenaires qui nous ont accompagnés. Depuis 2015 jusqu'à fin 2019, c'est à peu près plus de 15 000 heures de chantier qui ont été réalisées et 350 jeunes qui ont pu intégrer le programme Tapage. Je ne sais pas si j'ai tenu le timing, je n'ai pas regardé la montre. Directement, c'est le petit mot d'introduction. On se positionne au moment où la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte a été installée en France. Elle visait notamment, cette loi, à rénover 500 000 logements par an pour améliorer leur performance énergétique, améliorer la performance énergétique. Évidemment, il y a une dimension économique, mais il y a surtout une dimension environnementale, c'est évidemment réduire l'empreinte carbone, éviter l'utilisation des énergies fossiles. Et il a été lancé à cette époque-là des programmes qui s'appelaient les plateformes de la rénovation énergétique de l'habitat. L'idée, c'est d'apporter un suivi personnalisé, d'avoir des moyens techniques et financiers pour les particuliers, pour les accompagner dans leur projet de rénovation énergétique, avec comme objectif pour eux, quelque part, de faire des économies évidemment financières et aussi des économies d'énergie. Et pour mener ce programme-là, le parc du Luberon s'est appuyé sur quelque chose qui existe déjà depuis la création du parc, depuis bien avant même 1977, c'est son service de conseil architectural. Il y a sur le territoire du Luberon un architecte conseiller qui est présent dans toutes les communes et qui est là gratuitement pour aider les particuliers à élaborer leurs projets de construction quand ils veulent construire et à élaborer leurs projets de rénovation quand ils veulent rénover. Ce n'est pas sa seule mission, il a aussi une mission directement auprès du maire pour lui apporter son regard professionnel sur les projets qui sont présentés et l'aider, aider le maire qui n'a pas forcément dans ses services techniques la compétence en architecture, donc l'aider sur les projets communaux et sur les projets sur lesquels il est amené à se prononcer. Et donc, voilà, en train de se monter, il y a 4 ou 5 ans, ce programme donc, qui s'appelait plateforme de la rénovation énergétique, qui s'appellera demain service d'accompagnement à la rénovation énergétique, parce que le vocabulaire et les données changent un peu. Et l'idée, c'est de participer modestement à l'échelle de notre territoire à atteindre cet objectif national de 500 000 logements dont la performance énergétique est améliorée à l'occasion de travaux de rénovation. Ce chiffre-là ramené à notre territoire de 180 000 habitants, c'est à peu près 3600 logements à rénover dans la durée de ce programme, un programme qui était fixé sur une durée de 3 ans, c'est-à-dire 1200 logements rénovés par an sur notre territoire.
Et donc pour ce faire, le service de conseil architectural se tient toujours à disposition des particuliers pour élaborer leur projet de rénovation. Donc c'est d'abord une aide technique très particulière qui est apportée avec du temps consacré. C'est une aide technique qui est absolument gratuite pour les particuliers, qui permet de mettre au point le projet, qui permet de mettre en place les dispositifs techniques à élaborer, à choisir les équipements, à choisir les matériaux et proposer un projet qui tient la route de façon économique et puis aussi de façon environnementale. Le deuxième axe de développement, c'est d'apporter à ces particuliers la possibilité d'obtenir des aides financières pour réaliser ces travaux. Parce que, évidemment, les travaux de rénovation sont coûteux et quelquefois, ou très souvent, un des freins pour la rénovation des bâtiments, c'est le coût des travaux. Pas que, c'est aussi la gêne que cela occasionne souvent quand on habite à l'intérieur de son logement. Et donc, un des axes, c'est de trouver les financements et accompagner sur les démarches administratives pour réaliser ces travaux. Le troisième, et pour que les choses avancent dans quelques années tout seuls dans cette dimension environnementale, c'est de mobiliser le monde du bâtiment autour de cette performance énergétique. Et donc, pour lancer les travaux, l'idée c'est de travailler avec les entreprises du territoire pour les familiariser aux économies d'énergie, pour les familiariser à l'utilisation de matériaux sains, pour les familiariser à la performance énergétique sans qu'elle coûte forcément plus cher, et donc à partir de là de mettre en place des liens concrets entre le projet des particuliers, de ces 1200 logements qu'il faudrait rénover chaque année, et le réseau des entreprises du territoire. Alors, vous avez entendu parler de le RGE, reconnu Grenelle de l'environnement, ça s'appelait comme ça à une époque, pour les entreprises. En fait, il s'agit de faire en sorte que les entreprises aient un niveau de qualification suffisant pour répondre correctement aux attentes de ce programme. Donc voilà les trois piliers. Ce programme fonctionne bien aujourd'hui. On n'atteint pas les 1200 logements par an. On atteint tout juste un petit millier, mais c'est déjà pas mal. L'intérêt pour nous, c'est de mobiliser le plus d'habitants possible et d'avoir cette performance énergétique qui est ce qui est recherché depuis le départ. Deux mots sur le financement de ce programme, pour là aussi expliquer en quoi l'Europe nous a aidés. Ce programme qui représente donc une présence hebdomadaire d'un architecte dans une commune avec un accompagnement technique de thermiciens. C'est un programme qui est de l'ordre de 900 000 euros sur 3 ans, financé par la région, financé par l'ADEME et financé par l'Europe à hauteur, je crois, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est 230 000 euros, donc un petit tiers, sans quoi on n'aurait pas pu mener ce programme-là. Donc là, c'est une grande chance d'avoir pu bénéficier de ces aides européennes. Aides européennes qui, comme je le disais en introduction, sont quelquefois très difficiles à gérer. Voilà ce que je voulais vous présenter.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Cadonnet, mais en tout cas, il y a une très forte tradition à Cadonnet autour de la vannerie. Il y avait jusqu'à 260 ateliers, jusqu'à 206 vanniers à Cadonnet, et le village, l'économie du village était essentiellement faite autour de la vannerie. Donc, le Lausier et l'Orotin, d'ailleurs, ils ne savaient pas que le Lausier arrivait en train, en abondance, et il y avait énormément de choses. On faisait un petit musée, d'ailleurs, pour info. Oui, mais tout le monde a parlé dedans, je trouve pas ça super. C'est parce que ça, si vous voulez attacher à votre. Oui. Ok. Ça va là, vous entendez mieux? Excusez-moi. Voilà, donc il y a une traduction autour de la vannerie. Il y a un musée de la vannerie qui a Cadonnet. Et les derniers ateliers ont fermé en 78 du fait de l'importation asiatique de la vannerie et aussi du fait de l'arrivée du plastique, parce qu'avant la vannerie c'était vraiment les containers, c'est-à-dire qu'on trimballait tout dedans, les vêtements, les poules, etc. Donc c'était extrêmement important et là, le plastique arrivant, la vannerie a périclité à Cadonnet. Donc nous, on est une association qui depuis 2014, on s'est monté et on a un des projets phares, c'est effectivement Cadonnet, village de l'osier et de la vannerie, et c'est d'essayer de redonner une identité à ce village qui, grâce au musée là aussi, mais aussi que les touristes qui viennent et les villageois se réapproprient cette tradition qui est très fortement ancrée dans notre village. Donc notre but, c'est de relancer la filière de l'osier et de la vannerie à Cadonnet, de générer une économie locale, agricole, artisanale et touristique, et de redonner l'identité forte à notre village. Voilà, donc on est dans le développement touristique et valorisation du patrimoine, la viabilité économique à travers l'association d'inciter des vanniers et des agriculteurs à venir s'installer à Cadonnet. Préservation de l'environnement, ça c'est une des applications, c'est le génie végétal, renforcement des berges, etc. Et l'équité sociale, de mettre en place une structure de transformation de l'osier et de former des jeunes et de créer des relations intergénérationnelles. Donc en gros, notre idée, c'est de pouvoir relancer l'osiericulture à Cadonnet pour la partie agricole, une fois cette osériculture installée, de pouvoir transformer en osier de vannerie et de pouvoir vendre ça, donc créer des emplois pour une formation qui n'est pas très très compliquée, essayer de former des jeunes. Et aussi il y a toute la partie patrimoine où on voudrait essayer de faire un circuit dans le village et de faire revivre tous ces ateliers qui étaient à Cadonnet. Voilà, il a une mise en réseau des acteurs. Donc, je vais peut-être pas m'étendre un retard et je vais passer directement à nos actions. Donc, nos actions. Donc, voilà. Nous avons obtenu des fonds leaders pour trois actions. La première, c'est le site internet, donc c'est ce que vous avez devant vous. La deuxième, c'est l'installation d'une œuvre artistique dans Cadonnet. Et la troisième, c'est accueillir des stagiaires pour développer l'osiericulture et éventuellement une filière autour de la vannerie. Alors, le site... Le voilà. Voilà, la rubrique, c'est une présentation de l'association, toutes les actions dont on va pouvoir parler, les événements qui sont essentiellement faits de l'osier, de la vannerie et
Alors, on revient au projet leader. Donc, le premier volet, c'est donc le site. Et le deuxième, c'est l'installation d'une œuvre artistique dans Cadenet. Donc, il y a eu un appel à projet. Voilà, ça c'est la rédaction de l'appel à projet. Donc, présentation, tout ça. Et en fait, on voulait juste vous montrer les lieux qui sont préconisés, c'est-à-dire qu'elle soit la possibilité de proposer une œuvre donc autour de la vannerie, évidemment, sur la place du Temple d'Arcole, ou sur le rond-point de la gare, hein, qui est en bas de Cadenet. Voilà, ça ce sont les deux lieux. Donc on a un programme qui va donc on a reçu 4 candidatures actuellement, et après il va y avoir une exposition de ces projets à la laiterie. Il y aura un jury qui sera constitué pour choisir une œuvre, et l'œuvre sera réalisée donc, soit sur la place du Temple et sera offert à la mairie, évidemment. Donc ça sera diffusé. Voilà pour l'appel à projet. Alors oui, l'accueil des stagiaires. Donc nous avons la possibilité d'accueillir 3 stagiaires. Donc le premier, ça a été transformé en une étude que nous avons demandé à une indépendante sur Cadenet, une étude sur comment mettre en valeur le patrimoine le patrimoine autour de la vannerie. Donc elle nous a présenté déjà 2 phases. Voilà. Voilà, donc les phases, c'était d'abord une introduction au village, voir son passé, qui il était. C'est pas très net, on est désolé, mais... Donc elle a fait toute une étude historique en concertation avec les historiens de Cadenet.